Bonjour à tous et à toutes. Ce que je vous propose, c'est de commencer, puis on verra bien, il y a peut-être d'autres personnes qui vont se connecter en cours de route. Donc, merci de vous être connectés donc, à ce webinaire sur la méthanisation. Un petit rappel, le webinaire en fait va être enregistré et il sera mis à votre disposition ainsi que le diaporama. Donc, il vous sera envoyé dans un mail à la suite de la présentation et éventuellement, vous pourrez de toute manière le retrouver également après via le site internet de la Chambre. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis Stéphane Rosic, je suis le responsable de l'équipe Edge Energy 1052, donc qui est l'équipe mutualisée au Haute-Marne qui s'occupe de tout ce qui est conseil en bâtiment et conseil en énergie, méthanisation, photovoltaïque, etc. et agrivoltaïsme. Donc à côté de moi, je vais la laisser se présenter. Donc, bonjour à tous, Pauline Bonnet. Moi, je suis chargée de mission énergie à la Chambre d'agriculture de Haute-Marne et j'accompagne les porteurs de projets en méthanisation de la première idée jusqu'à la concrétisation du projet et aussi en accompagnement sur le suivi des unités d'un point de vue réglementaire. Et notre collègue Nicolas Touvenot, donc, qui est le conseiller énergie pour l'Aube, qui normalement doit nous rejoindre pendant le webinaire, mais il est déjà également présent à un événement à la Chambre à Brienne. Donc, il essaiera de nous rejoindre en cours de webinaire. Voilà. Alors, voilà. Donc, rapidement aujourd'hui, on va faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas de ce que c'est que le principe de la méthanisation. Ensuite, on verra une partie état des lieux de la filière dans l'Aube et dans la Haute-Marne, et puis quelles sont les évolutions réglementaires et les perspectives d'avenir au niveau de la méthanisation dans le futur. N'hésitez pas en cours de présentation à poser des questions si vous en avez. Et puis également, vous pouvez les poser par écrit dans le chat et notre collègue Patricia de l'équipe com nous fera le retour et puis elle pourra nous dire s'il y a des questions. Donc le principe de la méthanisation. Donc le principe de base, en fait, oui, vas-y. Oui. Oui. Donc, pour rappel, effectivement, le principe de base de la méthanisation, c'est bien un processus biologique qui permet de dégrader la matière organique, donc dégrader en deux matières. D'une part, une production de biogaz et d'autre part, une production de digestat. Donc cette partie, production de digestat, on est bien sur une matière organique qui va être dégradée. Donc on a encore de la matière organique dans le digestat et on a aussi la matière inerte, donc tous les éléments minéraux et l'eau qui reste conservée. Voilà, donc on n'a pas de, c'est une dégradation de la matière, on n'a pas de perte de matière, on retrouve les éléments initiaux, donc soit dans le biogaz, soit dans le digestat. Le fonctionnement général, c'est effectivement un process qui fonctionne en anaérobie, donc en absence d'oxygène, dans un milieu qui va être chauffé, entre 37 et 42 degrés pour des systèmes en mésophiles, et des temps de séjour qui peuvent varier. Donc les temps de séjour, c'est le temps pendant lequel la matière va être digérée par les bactéries. Sur les différentes étapes en méthanisation, on a effectivement la gestion de tout ce qui va être intrant, avec leur incorporation, leur digestion, où derrière on va avoir une production de digestat qui va être gérée via du stockage puis de l'épandage, et derrière la valorisation du biogaz en énergie, donc soit en chaleur et électricité, soit en biométhane, pour aller desservir différents utilisateurs. Au niveau des technologies, on a 2 technologies principales, ce qu'on va appeler de la voie liquide, dit des systèmes en infiniment mélangés, ou des voies sèches, continues ou discontinues. Donc le choix, des 2 technologies va être lié essentiellement, au taux de matière sèche, des matières entrantes. Au niveau de la technologie en infiniment mélangé ou voie liquide, on va être sur un principe de cuve, fermée, alimentée quotidiennement, via une trémie d'incorporation, ou une préfosse pour, les matières solides. Les matières liquides, elles, vont être pompées via une autre préfosse ou
d'autres systèmes de stockage type cuve et autres pour composer la ration journalière du méthaniseur. Donc les matières vont rentrer quotidiennement, il y a de la matière qui va sortir quotidiennement, donc soit pour être digérée dans d'autres cuves, donc digesteurs ou post-digesteurs, soit stockée directement dans des cuves de stockage. C'est des éléments qui sont fermés hermétiquement, qui sont chauffés, et on a des membranes, géomembranes, qui se trouvent au-dessus de ces cuves de digestion, où on va avoir une récupération du gaz liée à la dégradation, à la méthanisation des matières. L'autre technologie, donc c'est celle qu'on appelle en voie sèche. On va avoir plusieurs principes. On a des principes en silo ou principes en garage, ou des systèmes en continu, où on va être sur des systèmes de pistons ou de couloirs, où effectivement la matière va être incorporée quotidiennement comme en infiniment mélangé, mais où on va avoir un taux de matière sèche plus élevé, donc pas d'agitation. C'est une matière qui va progresser dans le digesteur. Au niveau des systèmes en garage ou en silo, on va avoir effectivement des garages qui vont être exploités en parallèle avec des incorporations, des remplissages complets et des vidanges complètes d'un silo ou d'un garage régulièrement sur l'année. Pour effectivement essayer d'avoir une cinétique une cinétique de production de gaz qui soit la plus lisse possible, puisque chaque lot, effectivement, qu'on va avoir dans chaque garage ou chaque silo, va produire du gaz de manière non uniforme tout au long de la dégradation. Donc l'idée, c'est de mener effectivement les garages en continu, en parallèle. Donc ça, c'est une technologie qui est moins répandue. On a quelques installations effectivement qui fonctionnent dans l'Aube et en Haute-Marne. C'est des process qui fonctionnent, on en a d'autres qui fonctionnent moins, mais aujourd'hui, voilà, on a quelques installations qui ont quand même des bons fonctionnements. Alors, sans rentrer dans le détail de tout le tableau, pour comparer effectivement la voie liquide de la voie sèche, il faut savoir qu'effectivement, le contexte de développement d'un projet ou le choix d'une technologie va être lié à la ration et aux matières disponibles. C'est pas l'inverse. C'est pas on adapte, c'est pas on choisit effectivement un process et ensuite on met ce qu'on a dedans. C'est vraiment on adapte la technologie à la ration et aux matières qu'on a de disponibles pour développer un projet. Au niveau des gisements disponibles, on a en gros toutes les matières fermentées cibles peuvent être incorporées en méthanisation. En matière organique, on exclut tout ce qui est matière ligneuse, parce que c'est des matières qui ne sont pas fermentées cibles. Elles vont être bien dégradées en compostage, mais pas du tout en méthanisation. Donc les matières qu'on peut retrouver, ça va être essentiellement donc, des effluents d'élevage. On peut avoir tout ce qui est résidus de culture, tout ce qui est biomasse verte, issue des exploitations agricoles. On peut retrouver aussi tout ce qui est déchets de repas, déchets industrie agroalimentaire, issus des entreprises ou des sites locaux, voilà, vraiment restauration locale. Et puis on va avoir tout ce qui est déchets voilà, de grande surface et éventuellement des bouts de stations d'épuration ou des bouts de process pour certaines entreprises. Effectivement, on a une diversité de matières qui peut rentrer dans un méthaniseur et on a une diversité de potentiels méthanogènes. Donc ce qu'on appelle potentiel méthanogène, c'est la capacité d'une matière à produire du gaz. Toutes les matières ne s'équivalent pas. On se rend compte qu'effectivement, tout ce qui est déjection animale, c'est des matières qui sont les moins méthanogènes. Ensuite, on vient sur tout ce qui est résidus de culture, biomasse verte cultivée sur les exploitations. Et après, on va avoir tout ce qui est déchets d'industrie agroalimentaire. Donc, en résumé, toutes les matières qui peuvent être riches en sucre, riches en graisse, c'est des matières qui vont avoir un fort potentiel méthanogène. Voilà, sachant que ce n'est pas uniquement cette caractéristique-là qui fait qu'on choisit telle ou telle matière pour mettre dans son projet, dans son unité d'utilisation. Il y a bien d'autres critères qui rentrent en compte, comme la disponibilité, la sécurisation du gisement. Ça, on le verra après. Donc justement, pour voir rapidement quels sont un peu les avantages et inconvénients de ces différents
de ces différents intrants. Si on prend les effluents d'élevage, le premier avantage, c'est que dans des zones d'élevage, en fait, c'est quelque chose que l'on a en quantité importante, qui est produit, donc qui, quelque part, n'a pas un coût proprement dit de production. Deuxième avantage, ben, c'est que c'est les effluents qui apportent les bactéries naturellement essentielles au processus de méthanisation. Donc, quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait un ensemencement par des effluents d'élevage pour avoir un process de méthanisation. Et la paille du fumier, c'est un très bon support pour les bactéries. Voilà, ça c'est pour les avantages. Par contre, bah, comme on vient de le voir, c'est des effluents qui ont un pouvoir méthanogène plutôt faible. La disponibilité, bah, ça dépend de la présence ou pas d'éleveurs dans les environs de votre projet et puis de la volonté des éleveurs de le mettre dans une installation de méthanisation où certains peuvent vouloir le valoriser eux-mêmes directement sur leur parcelle, quoi. Et dans certains cas, il y a une production saisonnière, par exemple des élevages allaitants qui ont les animaux dehors pendant 6 mois de l'année. Ben, pendant 6 mois de l'année, il n'y a quasiment pas de production d'effluents. Voilà. Donc ça peut être des choses très variables. Les résidus de culture, quant à eux, interculture, etc., ben, sont disponibles en quantité qui va être relativement importante. Les exploitants ont la maîtrise également de ce gisement. Et l'avantage, c'est que ça a un pouvoir méthanogène qui est relativement élevé. Et donc, comme je vous disais, c'est un gisement dont les exploitants agricoles ont la maîtrise. Par contre, à l'inverse des effluents, c'est des intrants que l'on doit produire, donc il y a un coût de production et un coût de mobilisation qui est un peu plus élevé. Il y a également des seuils d'introduction à respecter pour obtenir les aides et les tarifs de rachat de l'énergie. Et c'est des rendements aléatoires, surtout pour tout ce qui est interculture. En fonction des années, une année très sèche, on peut avoir des rendements en interculture qui sont relativement faibles. Donc, il y a ce risque sur les volumes qui vont être produits d'une année à l'autre. Les coproduits agroalimentaires, suivant les entreprises qui peuvent vous en proposer, on peut se retrouver avec des quantités qui peuvent être très importantes, donc quelque chose d'intéressant. Ce sont généralement des matières qui ont un pouvoir méthanogène élevé. C'est des matières qui peuvent être soumises à redevance, donc quelque part que les industriels cherchent à retraiter, et donc c'est quelque chose qu'on peut presque éventuellement vous payer parfois pour retraiter. Par contre, eh ben, l'inconvénient, c'est que c'est pas toujours facile à contractualiser parce qu'il peut y avoir la concurrence sur les personnes intéressées par ces matières. Donc, puisque justement, ce sont des matières qui sont soumises à plusieurs marchés, donc il peut y avoir concurrence. Ce qui peut entraîner que parfois, ben, on est obligé d'acheter ces matières. Donc, il faut intégrer ce coût d'achat dans le modèle économique de son système. Et puis, on a une concurrence pour certains produits avec d'autres filières, comme par exemple pour tout ce qui va être pulpe de betterave, etc. On peut rentrer en concurrence avec de l'élevage. Mais pour d'autres matières, on peut être en concurrence avec d'autres filières de recyclage. De ce qui est déchets de restauration et GMS, eh ben, pareil, ce sont des quantités qui peuvent être importantes. Attention quand même, il y a une réglementation depuis 2012 qui impose le tri à la source, donc qui normalement ferait que ce gisement-là serait disponible. Par contre, pareil, il y a une certaine concurrence. Les grandes surfaces qui ont tendance aussi à privilégier peut-être les banques alimentaires d'un point de vue image pour le traitement de leurs invendus. Tout ce qui est cantine et restauration, il y a un tri qui est absolument nécessaire pour éviter tout ce qui est indésirable, tel que plastique, couverts, etc. Donc, il y a un travail préalable à faire avant de pouvoir prendre ces matières-là. Ce sont des matières qui seront à hygiéniser. Donc, c'est un coût supplémentaire qui est à prendre en compte dans le modèle économique de l'installation. Et ce sont des gisements difficilement quantifiables puisque ils peuvent varier quasiment d'une semaine à l'autre. Et enfin, les déchets verts,
pareil, ce sont des quantités qui peuvent être importantes avec un bon pouvoir méthanogène. Par contre, en général, c'est un gisement qui peut être très dispersé sur le territoire, donc avec un coût de collecte qui peut être non négligeable. Pareil, vous ne maîtrisez pas les quantités produites, et puis il y a une saisonnalité. Souvent, bah, tout ce qui est tonte de pelouse, et ben, à partir de maintenant, il ne va plus en avoir jusqu'au printemps. Et la qualité du gisement peut également, on n'a pas la maîtrise. C'est-à-dire qu'on constate quand même qu'il peut y avoir régulièrement des corps étrangers. Donc les personnes, vous n'avez pas la garantie de ce que les gens ont laissé traîner dans les matières qu'ils vont venir apporter à la déchetterie. Et dernier point, comme Pauline l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est matière ligneuse ne se dégrade pas en méthanisation. Or, beaucoup de déchetteries ne font pas le tri entre tout ce qui est déchets de branchage, taille de haies et tonte d'herbe. Donc, on n'a pas nécessairement la disponibilité d'un produit correct. Et donc, en plus de ça, se rajoute donc sur la partie culture, pour préciser, on a une réglementation aujourd'hui qui s'applique. Donc pour bien faire la distinction entre une culture dédiée et une culture intermédiaire, la culture dédiée, c'est bien la culture principale qu'on va avoir sur des surfaces, qui sont déclarées à la PAC. Et la culture intermédiaire, c'est bien la culture qui vient se mettre en place entre 2 cultures principales, qui vient couvrir le sol, en cas d'absence de culture. Donc on appelle ça en méthanisation donc des cultures intermédiaires à vocation énergétique, des CIV. Aujourd'hui, au niveau de la directive nitrate, on parle de CIE ou CINE. Voilà. Tout simplement la distinction puisqu'on a, un décret culture, qui aujourd'hui est applicable à toutes les unités de méthanisation, où effectivement on a, une incorporation de culture principale qui est limitée à 15 du tonnage brut annuel. Donc c'est bien sur la ration annuelle d'un méthaniseur, l'ensemble du tonnage incorporé sur 1 an, il ne doit pas y avoir plus de 15 de culture principale dans cette ration. Le contrôle qui peut être fait, c'est de remonter aux matières produites et aux déclarations de PAC des exploitations qui ont apporté les matières. Donc tout simplement, ce décret culture donne la définition de ce qui est entendu par une culture principale. Donc c'est une culture qui est déclarée à la PAC. C'est une culture qui va être présente sur la parcelle au 1er juin ou au 15 juin selon voilà, les départements, il y a une dérogation qui est possible. Toutes les cultures pérennes qui sont en place sur les exploitations sont considérées comme des cultures principales, dès l'instant qu'elles sont présentes au 1er juin. Et par contre, tout ce qui est surface en prairie permanente et les zones tampons enherbées, ce décret culture les exclut des cultures principales et pas sur une biomasse qui rentre dans les 15 L'intérêt de cette biomasse verte, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, c'est que ça rentre, effectivement dans la catégorie, des cultures intercultures où on a un potentiel méthanogène, qui peut être intéressant, qui va être plus élevé effectivement que les effluents d'élevage. C'est souvent des matières qui sont maîtrisées, des surfaces de production qui sont maîtrisées par les exploitants. Donc on a une pérennité, de ce gisement-là et une homogénéité au niveau de l'approvisionnement. Pour continuer, donc ça, on a vu la partie intrant. Là maintenant, donc la partie digestat. Le digestat est un effluent qui peut être soit épandu à travers un plan d'épandage ou qui peut être commercialisé. Je m'explique donc. Le digestat, aujourd'hui, il est produit sur les exploitations, donc il peut être valorisé brut ou séparé, donc avec séparation de phase, avec une phase liquide, une phase solide. Il y a des sites effectivement qui traitent leur digestat de manière un peu plus poussée pour l'objectif étant de réduire les volumes, donc d'enlever de l'eau et de concentrer les éléments fertilisants. C'est des technologies qui ont été mises en place sur certains sites en Haute-Marne, pour lesquels effectivement la technologie n'a pas du tout fonctionné, donc ont été abandonnées. Ça reste des choses en expérimentation, pour effectivement vraiment aller sur de la réduction de volume. Ça, c'est voilà, pour de la partie épandage. Après, le digestat est considéré comme un déchet aujourd'hui, mais il peut sortir de ce statut de déchet, par de la normalisation ou en répondant à un cahier des charges, bien défini.
Cette sortie de statut de déchet n'exempte pas les sites de méthanisation d'un plan d'épandage. Tout simplement, aujourd'hui, au niveau administratif, donc l'ADREAL ou la DDPP qui instruit effectivement les dossiers CPE et les plans d'épandage oblige les exploitations, les sites de méthanisation à quand même disposer d'un plan d'épandage pour un minimum de digesta, ne serait-ce que pour des lots qui ne répondraient pas à la norme ou au cahier des charges souhaité par les exploitants, de pouvoir gérer leur digesta non conforme, du coup, via un plan d'épandage. Donc, voilà, la sortie de statut de déchet, c'est pas pour ne plus avoir de plan d'épandage. Ça peut effectivement avoir des opportunités de se dire, bah, j'ai une exploitation qui n'est pas dans mon plan d'épandage, ou plusieurs exploitations, plutôt que de remettre à jour un plan d'épandage, ça peut être de dire, voilà, je passe par de la normalisation ou par un respect du cahier des charges pour voilà, commercialiser ce digesta-là. Ça implique effectivement un suivi administratif et des analyses supplémentaires qui ne sont pas négligeables, donc à prendre en compte, mais ça peut avoir un réel atout aussi. Donc, par rapport au digesta, la qualité agronomique, comme je vous disais en introduction, entre les intrants et le digesta, on n'a pas de perte. C'est simplement de la transformation de matière. Donc, dans vos substrats, vous avez une partie d'azote organique, une partie d'azote minéral. Si on raisonne uniquement la partie azote, votre digesta brut, il va être davantage riche en azote minéral par rapport à vos intrants, puisque la matière organique va être dégradée et que vous avez de l'azote organique qui va passer sous forme minérale. Si on fait de la séparation de phase, on va davantage retrouver l'azote minéral dans la fraction liquide que dans la fraction solide. La fraction liquide, on va avoir une action comme les engrais de synthèse, alors qu'un azote, un digesta solide, donc la fraction solide du digesta, va avoir plutôt un pouvoir amendant. C'est ce qui est présenté sur ce graphique-là. Là, vous avez votre digesta brut, effectivement, qui, d'un point de vue valeur fertilisante ou valeur amendante, va s'approcher des boues ou des fumiers. Par contre, si vous faites de la séparation de phase, la partie liquide va se rapprocher à de la gestion d'un lisier et avoir une valeur fertilisante plus forte, une valeur azotée. Donc, l'idée, c'est effectivement de valoriser le digesta brut ou liquide de la même manière, d'avoir le même raisonnement que quand vous faites des apports d'engrais azotés. À l'inverse, votre fraction solide, vous allez plutôt la raisonner en apport comme du compost. Vous allez avoir plutôt une valeur amendante et un apport de matière organique stable dans votre sol. Voilà, donc ça c'était la partie digesta. Sur la partie biogaz, donc c'est l'autre matière effectivement qui est produite en méthanisation. Vous avez un biogaz qui va être constitué essentiellement de méthane et de dioxyde de carbone, avec un peu d'eau et d'autres éléments dans ce biogaz. L'idée, effectivement, la partie énergétique de votre biogaz, c'est bien le méthane. Donc, 1 mètre cube de biométhane en représentation, en équivalence énergétique, on va être à équivalent de 1,06 litres de pétrole, 1,11 litres d'essence ou 0,94 mètres cubes de gaz naturel. Donc, gaz naturel, c'est le même que ce qu'on retrouve dans les réseaux de gaz, en réseau de distribution et en accès dans les maisons qui sont raccordées au réseau. Donc, le biogaz constitué essentiellement de méthane et de CO2, 2 possibilités pour le valoriser de manière générale. On va avoir la cogénération qui va permettre de produire de l'électricité et de la chaleur. Cette électricité va être vendue sur le réseau électrique via EDF Obligation d'achat. Il faut savoir que depuis cet automne, donc c'est la fin des tarifs d'achat, puisqu'aujourd'hui, un projet qui voudrait se développer et souscrire un contrat en cogénération ne peut plus. On n'a plus de tarifs pour les unités de cogénération. C'est bien une volonté au niveau national de ne plus soutenir cette filière-là. Donc, autant dire qu'aujourd'hui, entre un tarif d'achat sécurisé et un coût d'électricité prix de marché, au niveau du prix de marché, ça ne permet pas de rentabiliser une installation. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est vraiment sur une fin de la filière cogénération au niveau du biogaz. Pour les installations existantes, elles ont un contrat, donc elles continuent jusqu'à la fin de leur contrat. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que va devenir ces unités une fois qu'elles seront arrivées à la fin de leur contrat? Sachant que certaines ont développé des filières de valorisation de la chaleur
où le besoin de chaleur reste. reste et est Et donc, il va important. falloir Voilà. continuer à fournir À assurer quand cette même, chaleur-là. à quand même fournir voilà, cette chaleur, parce qu'on a des sites effectivement qui ont pu développer des réseaux de chaleur donc en dehors de leur exploitation, avec des réseaux de chaleur qui chauffent des bâtiments publics. Donc voilà, c'est pas anodin non plus. En parallèle de cette filière de cogénération, on a la partie épuration, où là, effectivement, on va venir épurer le biogaz, donc c'est-à-dire le concentrer en méthane, donc enlever tout ce qui est CO2. Et donc, une fois qu'on a donc, notre biogaz épuré en biométhane, ce biométhane, il peut être effectivement injecté sur les réseaux, donc réseau de distribution GRDF ou réseau de transport Natran, anciennement GRT Gaz. Et ils peuvent également servir en production de bio-GNV, donc biocarburant. Aujourd'hui, c'est les deux filières qui existent. La question, c'est que devient le CO2? Aujourd'hui, la plupart des installations qui sont en injection, en épuration, le CO2 repart dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on a une réelle filière qui se développe, une réelle volonté de valoriser ce CO2 en le captant pour aller le vendre via des filières qui ont besoin de CO2 et notamment du CO2 biogénique, donc du CO2 vert, notamment tout ce qui va être process de gazéification des boissons, tout ce qui peut être les activités de serre. Et derrière, on peut aussi réfléchir au process de méthanation. Donc c'est la recombinaison du carbone, du CO2 et de l'hydrogène pour aller refaire du méthane qui peut être réinjecté dans les réseaux. Ça, aujourd'hui, la méthanation, c'est des choses qui existent au niveau industriel, qui ne sont pas développées au niveau agricole. C'est des choses qui sont assez onéreuses. Donc voilà, c'est encore en développement. Donc voilà sur la valorisation du gaz. L'état des lieux donc sur les deux départements. Pour faire un zoom au niveau de la région Grand Est, aujourd'hui on est à donc l'état des lieux de fin 2024 mettait en avant 280 unités de méthanisation en fonctionnement agricole au niveau de la région Grand Est, donc 2 tiers en cogénération, 1 tiers en injection. Sur la Haute-Marne et l'Aube, on était donc à 52 unités en fonctionnement, moitié-moitié pour l'Aube, moitié pour la Haute-Marne, avec une répartition des process complètement différentes, puisque dans l'Aube, on est sur majoritairement des installations en injection, alors que pour la Haute-Marne, c'est essentiellement des unités en cogénération. Ça s'explique tout simplement puisque la filière biogaz s'est développée en Haute-Marne sur des fermes où on avait de l'élevage, donc essentiellement sur de la cogénération, avant effectivement la sortie des tarifs de l'injection. Et une fois que les tarifs en injection sont sortis, on a eu effectivement un développement de ce type de projet, notamment dans l'Aube, où on a beaucoup moins d'élevage et beaucoup plus d'exploitation qui pouvaient effectivement apporter des matières vertes. Donc ça, c'est tout simplement une question de constitution du tarif de rachat, puisque les tarifs de rachat en cogénération privilégiaient effectivement les effluents d'élevage, tandis que les tarifs de rachat en injection étaient plutôt orientés biomasse, tout confondu, agricole, donc effluents d'élevage et biomasse verte. Donc, il faut savoir que la filière aujourd'hui, elle est assez freinée par rapport à tout un contexte réglementaire. On a malgré ça quand même quelques projets qui se développent, donc encore 2 dans l'Aube et 3 en Haute-Marne, qui sont à des stades complètement différents de développement. Mais voilà, on a eu un gros développement de la filière ces dernières années qui s'est bien freiné avec les évolutions réglementaires et tout ça. Un point intéressant à noter, c'est qu'en fait, le développement, surtout des installations en injection, reflète l'infrastructure gazière de chaque département, puisque dans l'Aube, on a principalement un développement des installations le long des grosses conduites de transport et sur les lieux de consommation, par exemple autour de Troyes. En Haute-Marne, les installations en bleu d'injection, on les retrouve principalement positionnés sur les communes qui disposent de réseaux de distribution. Et avec et puis quelques installations sur les réseaux de transport, mais vraiment, on voit les points bleus, c'est les villes qui ont des réseaux de distribution, avec une problématique que certaines de ces communes aujourd'hui sont un peu saturées au niveau distribution. Donc, il va falloir trouver des solutions pour développer autrement.
Voilà, donc ça, c'est l'état des lieux sur les 2 départements et si on fait un zoom sur le côté réglementaire. Donc, il y a tout un ensemble de réglementations qui s'appliquent aux installations de méthanisation. La première, en fait, c'est la réglementation liée aux installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE. Donc, toute installation de méthanisation est soumise aux ICPE avec 3 régimes différents. Donc, en dessous de 30 tonnes d'incorporation par jour, on est soumis à déclaration. C'est le régime le plus simple, avec une simple déclaration préfecture à faire. Entre 30 et jusqu'à 99,9 tonnes d'intrants d'incorporation, on est soumis à enregistrement. Et au-delà de 100 tonnes par jour, on est soumis à autorisation. Donc, le enregistrement et l'autorisation, ce sont des dossiers administratifs beaucoup plus conséquents, qui prennent un peu plus de temps et puis un peu plus coûteux, quoi. Avec des contraintes administratives plus fortes et des contrôles des administrations plus fréquents. On ne va pas rentrer dans le détail, mais les points principaux de ces réglementations, bah, c'est des stockages, des durées de stockage minimum qui sont fixées à 4 mois réglementaires pour le digesta. On verra quand même que d'un point de vue pratique, agronomique, ces 4 mois sont clairement pas suffisants et qu'aujourd'hui, dans la pratique, on considère que pour pouvoir gérer correctement son digesta, d'un point de vue agronomique, il faut au minimum 6 mois et on dit entre 6 et 8 mois de stockage pour être bien. Cette réglementation impose pour la construction et l'implantation des installations de respecter certaines distances, qui est 100 mètres pour les régimes à déclaration et 200 mètres pour les autres régimes. Donc attention, quand on réfléchit à un projet, si on l'implante aujourd'hui entre 100 et 200 mètres parce qu'on est au régime de la déclaration, on est en règle, mais on a une installation qui peut être problématique pour une évolution future, puisqu'elle ne respectera pas les distances pour les régimes supérieurs de l'enregistrement ou de l'autorisation. Donc, c'est des choses à bien prendre en compte dès le départ. Un des points importants à voir aussi, c'est qu'il y a une rétention étanche du site qui est à créer. Donc, dans la conception, la réflexion de l'installation, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Et il y a également des distances à respecter dans les différents équipements du process. Tout un autre ensemble de règles également. Et puis, c'est une réglementation qui impose un suivi de l'installation et d'exploitation, avec entre autres des registres d'entrée et des sorties, des procédures à respecter, des procédures à rédiger, à tenir à disposition et à respecter, ainsi que tout un ensemble d'enregistrements à faire, pour certains quasi quotidiennement. La réglementation qui concerne tout ce qui va être épandage, eh ben, on a la directive nitrate avec le PAR 7, donc le plan d'action numéro 7, régional numéro 7, qui s'applique depuis septembre 2024, voilà, et qui donc impose des contraintes par rapport aux épandages, avec tout un calendrier de dates d'interdiction. Et ce qui est intéressant de signaler, c'est que donc dans le PAR 7, le dernier plan d'action régional, le Digesta dispose de son propre calendrier d'interdiction d'épandage. Donc, ce n'est pas le calendrier général de tous les autres effluents, c'est un calendrier spécifique pour le Digesta et qui, pour certaines périodes, est plus restrictif que pour le calendrier pour les effluents d'élevage, par exemple. Ensuite, on peut être soumis à un agrément sanitaire à partir du moment où on incorpore des effluents d'élevage ou d'autres sous-produits animaux. On a obligation d'avoir un agrément sanitaire. Donc, par contre, si on n'a pas ce type d'effluent, on n'est pas soumis à l'agrément. Dans un agrément sanitaire, il y a tout un ensemble de règles à respecter avec des sens de circulation pour éviter les croisements des matières, les risques de contamination, une aire de lavage avec des procédures de désinfection à respecter. Et suivant les matières qui sont incorporées, on peut être obligé de réaliser une hygiénisation. Donc, partielle ou totale de tous les produits, tout ça, c'est vraiment au cas par cas, mais c'est des contraintes supplémentaires qui sont liées à la présence d'effluents d'élevage ou d'autres sous-produits animaux. Enfin, on a les démarches d'urbanisme.
donc principalement le permis de construire, avec un point à faire attention, c'est quel va être le statut de son installation. Est-ce qu'on est en installation agricole ou industrielle? Puisque dans les documents d'urbanisme, en fait, suivant la zone dans laquelle vous allez vouloir construire votre installation, seules les installations agricoles sont autorisées ou seules les installations industrielles sont autorisées, en sachant que le statut agricole industriel de l'installation va dépendre principalement de deux critères, qui est, pour être agricole, en fait, il faut avoir une majorité d'intrants d'origine agricole et une majorité du capital de l'installation détenu par des exploitants agricoles. Donc c'est un critère très important parce qu'il faut respecter ces deux critères-là pour être reconnu comme une installation agricole et donc avoir le droit de construire en zone agricole. Et dernière réglementation que je vais laisser Pauline présenter qui concerne la réglementation RED. Alors, donc la réglementation RED 2, aujourd'hui RED 3, c'est une réglementation européenne qui permet de justifier de la durabilité du biométhane injecté, du biogaz produit, donc d'avoir un gaz vert. C'est une réglementation où toutes les unités de méthanisation ne sont pas soumises. Ce qu'on appelle les obligés, donc c'est des unités qui vont être au-delà des 800 kW électriques pour les unités en cogénération et au-delà des 200 normomètres cube heure pour des unités en injection. Cette réglementation RED, c'est une réglementation qui permet de valider, de vérifier la durabilité des intrants. Donc durabilité des intrants où on remonte sur l'ensemble des intrants au producteur. Donc quand c'est du déchet, quand c'est un intermédiaire, il faut avoir un certain nombre de documents qui justifient de la durabilité, de la traçabilité de ces matières. Et quand on est sur des matières agricoles, on remonte jusqu'à la parcelle de production. Donc voilà, c'est une démarche qui est assez fastidieuse. Ce qui engendre du coup un suivi administratif assez rigoureux, que ce soit pour l'origine des matières que pour les documents, les déclarations à faire de manière mensuelle, les audits annuels à passer pour conserver et valider cette certification-là, puisque à l'issue des audits, effectivement, les unités sont certifiées ou perdent leur certificat en fonction des non-conformités qui peuvent être détectées. L'enjeu derrière, c'est que, une installation qui est obligée, d'être certifiée, mais qui ne l'est pas ou qui perd sa certification, elle perd son tarif d'achat. Donc la conséquence, elle est pas négligeable sur ces sites-là. Heu, voilà et aujourd'hui, donc on est sur de la réglementation RED 3, on n'est plus sur du RED 2, tout simplement, c'est qu'on a eu une évolution des seuils d'émissions de CO2 à respecter, qui est plus contraignante en RED 3 pour les installations les plus récentes. Une autre réglementation, si on peut appeler ça une réglementation, c'est tout ce qui est la vente de biométhane. Aujourd'hui, on a 2 choix. Soit effectivement, on vend, le biométhane produit au tarif d'achat réglementé, donc tarif d'État et tarif garanti tout au long du contrat. Ou alors on passe sous des contrats de gré à gré, donc c'est bien l'un ou l'autre. Contrat de gré à gré type CPB, donc ça va concerner éventuellement des unités en cogénération, qui rebasculent en injection, qui ne peuvent pas rebénéficier d'un tarif d'achat réglementé, ou éventuellement, d'autres types de projets type gaz porté. Voilà. Heu voilà sur la partie réglementation et aujourd'hui, bon, voilà, la question se pose de quel avenir, pour les projets de méthanisation? Au niveau de la filière, on a clairement des objectifs, ambitieux qui sont annoncés au niveau national, par la PPE 3. Donc aujourd'hui, on a des objectifs qui sont pas tout à fait validés, mais où au niveau national, ils voudraient, faire fois 3,5, par rapport à la production de biométhane aujourd'hui via, la filière biogaz. Donc voilà, à voir effectivement les leviers et les moyens qu'il peut y avoir pour développer cette filière-là. On a une réelle volonté des gestionnaires de réseau, notamment GRDF, à avoir du gaz vert, dans ces réseaux de distribution. Donc pour effectivement, répondre à ces objectifs ambitieux et ces volontés fortes, derrière, c'est éventuellement développer des nouvelles installations, augmenter des capacités sur des sites existants, réfléchir éventuellement à la méthanation via le CO2 qui se dégage des sites, mais pas seulement. Derrière, c'est aussi, le développement de la filière, c'est les nouvelles voies de valorisation, type, bah, voilà, valoriser le CO2 qui sort des unités, éventuellement réfléchir aux biocarburants aussi.
Donc voilà, donc il y a des objectifs ambitieux, mais il ne faut pas oublier avant tout que c'est des projets qui sont à développer et qui sont à construire, et surtout construire de manière solide, puisque voilà, c'est la sécurité et la pérennisation des installations, elle est bien basée sur le montage initial du projet, où on va sécuriser le gisement. Ça, c'est un point essentiel. Sécuriser effectivement le débouché énergétique, c'est comment on valorise son gaz, et bah, voilà, quelle sécurité on a. Tout simplement sur les réseaux, est-ce qu'effectivement on arrive sur un réseau qui est saturé ou qui va être saturé avec une installation? Auquel cas, bah, voilà, l'évolution future du site peut être limitée. Ou alors effectivement on est, sur des achats de biométhane via des CPB. Donc derrière, c'est la sécurisation de cette vente aussi. Tout ce qui est ce qu'on appelle débouché agronomique, c'est, bah, la valorisation du digestat, tout simplement, hein. Aujourd'hui, on a un cadre réglementaire qui est bien défini, pour la valorisation du digestat. Donc c'est est-ce que mon exploitation ou les exploitations qui sont, dans le projet sont en capacité de valoriser ce digestat-là? Ou alors faire appel à des prêteurs de terre qui vont mettre à disposition des surfaces pour sécuriser les épandages? Pour ne pas se retrouver coincé effectivement avec des volumes supérieurs à ce qu'on pourrait, gérer sur les exploitations. Puisque aujourd'hui la filière méta, est très regardée d'un point de vue, réglementaire, d'un point de vue DREAL, d'un point de vue OFB aussi. On a énormément de contrôles. Heu, tout ce qui va être, donc ça effectivement, la sécurisation du gisement, les débouchés énergétiques, la valorisation agronomique, ça joue sur l'équilibre de l'installation. Au-delà de l'investissement et de l'exploitation du site, c'est, voilà, comment, j'approvisionne mon installation, comment je gère mon digestat, et le modèle économique de ce projet. Derrière découlent effectivement les ressources humaines. On a vu qu'on a, pas mal de réglementations qui encadrent cette activité-là et où ça demande un suivi administratif assez poussé. Donc il y a le suivi administratif, il y a le suivi au quotidien du site, la gestion de l'approvisionnement, la gestion de l'incorporation des matières, la gestion au quotidien, vraiment de l'installation et sur les pics d'activité tout au long de l'année, en termes d'ensilage, en termes d'épandage. La Heu, charge de la travail que ça charge représente n'est voilà. vraiment pas à négliger Non, quand même. ça c'est vraiment un point qui est très important. Aujourd'hui, on est confronté à des sites qui aujourd'hui ont du mal à recruter du personnel, pour justement les épauler dans, la gestion au quotidien du site. Donc voilà, ça c'est des choses à vraiment anticiper, pour ne pas se retrouver coincé, au moment de l'exploitation du site. Tout ce qu'on entend par maîtrise foncière, c'est effectivement l'implantation du site. On parle de sites qui évoluent. Donc si on s'implante sur, un lieu où on est très restreint en termes d'évolution, il faut se dire que, bah, derrière on ne pourra pas, rajouter, du stockage, développer son activité. Donc voilà, c'est un point un point particulier qui va être à anticiper aussi au moment du développement. Et puis, on a un autre point qui est pas des moindres, c'est l'intégration locale, donc l'acceptabilité des projets, qui est à regarder vraiment, au démarrage de la réflexion, pour, bah, voilà, faire en sorte que le projet ne soit pas freiné, par des, voilà, des associations qui se mettraient, vent debout contre le projet. Voilà. Donc on est vraiment sur, un ensemble de points à regarder et à vérifier dans le cadre du développement d'un projet, que ce soit un projet, tout neuf ou que ce soit un développement de sites existants. Il y a vraiment toute cette boucle-là à faire pour sécuriser effectivement un projet. Derrière tous ces points-là, nous, au niveau de la chambre d'agriculture, que ce soit de l'Aude ou de la Haute-Marne, on a développé des compétences pour répondre, pour vous aider à répondre à une grande partie de ces points-là. Donc à travers des études de faisabilité où voilà, l'idée c'est d'avoir le modèle économique, de votre projet. À travers des formations, de vous apporter des clés, pour monter au mieux votre projet, que ce soit sur de l'exploitation, que ce soit sur, de la maîtrise, des risques, que ce soit sur, des points réglementaires. On vous accompagne aussi sur tout ce qui est dossier de demande de subvention, pour pouvoir bénéficier et aller chercher des aides, si vous pouvez en avoir. Vous accompagner dans la réalisation des démarches administratives, donc tout ce qui est dossier ICPE à déclaration et à enregistrement. L'autorisation, on ne fait pas puisque voilà, on n'a pas les compétences pour le faire, c'est des dossiers qui sont assez lourds. Tout ce qui est démarche d'urbanisme, donc des permis de construire, tout ce qui est agrément sanitaire, les dossiers de demande d'agrément. On peut vous épauler aussi sur du suivi réglementaire. Une fois que votre installation elle est en fonctionnement, pour anticiper tous les contrôles DREAL ou des DPP, de se dire: «Bah, voilà,
fait des points réguliers et on voit si d'un point de vue réglementaire, il y a des choses à mettre à jour ou pas. On vous accompagne aussi, si vous le souhaitez, sur de la certification RED, donc en vous appuyant pour la réalisation des audits. Et tout ça, l'objectif, c'est effectivement de sécuriser votre projet et d'arriver sur des projets et des installations qui sont conformes à la réglementation et qui sont exploités de manière sereine. Et pour ça, donc on est deux. Donc il y a Nicolas dans l'Aube, Nicolas Touvenot, qui est en capacité de vous accompagner. Et pour la Haute-Marne, c'est moi-même, effectivement, qui peut répondre à vos questions et vous accompagner au sein de l'équipe Ingénergie, donc où on est plusieurs à intervenir. Voilà. Donc on a été essayé d'être assez exhaustif sur l'ensemble de ce qui pouvait être abordé au niveau de ce webinaire. Voilà, Merci de votre participation en tout cas. Voilà, s'il y a des questions, pas hésiter. Voilà, vous avez nos coordonnées sur le diaporama. N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin.